Bonjour Sandrine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Augusto, merci de m'avoir invité. Alors nous sommes très ravis de t'accueillir aujourd'hui pour discuter de ton plus récent article intitulé Carl Schmitt, Multifaceted Rejection of Political Compromises. Alors il vient d'être publié en Open Access par The Review of Politics. Depuis 2020, tu conduis une recherche sur la variété d'objections à l'égard des compromis politiques. Pourquoi as-tu, dans cet article, accordé une attention particulière à Carl Schmitt, qui est, après tout, un penseur assez conservateur et autoritaire? Merci Augusto. Je dirais que je me suis concentrée sur Schmitt pour 3 raisons principales. D'abord, son œuvre présente, et surtout entre les années 1920-1930, une critique constante, complexe et surtout explicite des compromis politiques. Ensuite, je pense qu'en analysant en détail ces objections, on peut mieux comprendre ce que signifie chez Schmitt la notion d'unité politique, qui est par ailleurs centrale dans son œuvre. L'unité politique concerne aussi et fortement les processus de décision qui, pour lui, ne devraient relever ni de la négociation, ni de la modération. Et finalement, cet examen des objections du compromis permet, je crois, de préciser les liens que Schmitt entretient avec la pensée populiste. Et quels sont, en résumé, les grandes lignes des critiques de Schmitt à l'égard du compromis? À grands traits, Schmitt articule, me semble-t-il, 5 critiques normatives majeures contre les compromis. Premièrement, il adopte une perspective antipluraliste. Schmitt voit les compromis comme un symbole de la fragmentation politique due aux partis politiques qui, à son sens, ne poursuivent que leur intérêt particulier. Deuxièmement, Schmitt critique le relativisme des compromis, façonnés sans considération des principes politiques. Les compromis relèvent, selon Schmitt, de ce qu'on appelle une Weltanschauung nihiliste, en d'autres termes, d'une vision nihiliste du monde. Troisièmement, Schmitt met en avant une exigence de consistance, ce qui renvoie à une conception particulière de la décision qui ne devrait pas souffrir d'ambiguïté et qui devrait attester d'une volonté ferme et unique. Quatrièmement, Schmitt adopte un point de vue agoniste, ce qui veut dire qu'il voit dans le compromis l'atténuation de la ligne de démarcation entre l'ami et l'ennemi public. Et cette ligne de démarcation entre l'ami et l'ennemi public devrait rester intacte selon lui. Et finalement, il y a, je crois, une perspective assez franchement anti-élitiste dans ses considérations sur le compromis, essentiellement d'ailleurs à l'égard des élites parlementaires qui sont perçues comme procédant à des marchandages au détriment du reste de la population. C'est très intéressant, mais je me demande sur l'originalité de ces objections, car en 2022, tu avais publié avec Yanis Papadopoulos un article qui faisait un inventaire plus global, plus général des critiques qu'on fait souvent aux compromis politiques. Qu'est-ce que Schmitt, en particulier, apporte à cette typologie que vous aviez établie? Mon article sur Schmitt permet, je crois, de tester notre typologie de 2022. D'un côté, il la confirme, d'un autre côté, il la complète et je crois aussi qu'il la complexifie. La typologie de 2022 offre une assez bonne couverture des objections schmittiennes, mais ceci avec 2 nuances importantes. Pour commencer, les objections schmittiennes ont toutes un parfum très antipartisan, antiparlementaire et parfois autoritaire, ce qui leur donne bien sûr une coloration particulière que n'ont pas d'autres objections envisagées en 2022, notamment celle de Ronald Dworkin. Puis, je crois qu'il y a une nouveauté, l'objection antipluraliste de Schmitt. Cette objection antipluraliste se trouve être, au fond, la parfaite inversion de l'objection pluraliste que nous avions identifiée en 2022. L'objection pluraliste considère en effet que les compromis réduisent de manière néfaste la diversité des voies politiques en obligeant par exemple les courants les plus radicaux à mettre de l'eau dans leur vin. Tout à l'opposé, Schmitt considère que les compromis accentuent la fragmentation du corps politique en laissant subsister des divergences qui finalement ne sont que temporairement conciliées. C'est une objection qui n'apparaissait pas dans le premier inventaire. Et d'où vient cette détestation des compromis partisans chez Schmitt?
Est-ce que c'est un lien quelconque avec le contexte dans lequel Schmitt a formulé ces objections-là? Absolument, Augusto. L'évaluation négative des compromis par Schmitt s'insère dans les années 1920, dans un contexte historique particulier, la République de Weimar. Schmitt perçoit la Constitution de Weimar comme le produit de multiples compromis, des compromis que Schmitt juge fragiles, inconsistants et surtout sans orientation politique. Au début des années 30, les objections aux compromis formulées par Schmitt s'inscrivent, elles, dans l'apologie qu'il fait du Troisième Reich et du régime nazi, qui, selon lui, ont coupé court à tout compromis politique, aussi d'ailleurs en bannissant le multipartisme. D'accord, il faut donc comprendre ces critiques dans ce contexte-là. Pourtant, est-ce que tu trouves que de telles critiques ont ton écho aujourd'hui? Oui, il est frappant de constater que les objections de Schmitt à l'égard du compromis entrent en fait en résonance avec certains traits distinctifs de la pensée populiste. Premièrement, une conception homogène du peuple qui coïncide chez Schmitt avec un souhait d'une disparition du multipartisme. Deuxièmement, une certaine valorisation de ce qu'on appelle la vox populi, qui chez Schmitt s'accorde avec une conception plébiscitaire de la démocratie. Troisièmement, une composante anti-élitiste qui cible ici plus particulièrement chez Schmitt les partis politiques, les parlementaires, mais c'est important de le noter, jamais le président du Reich. Donc ces convergences permettent, je crois, d'affirmer que la pensée politique de Schmitt relève du populisme autoritaire qui, comme on le sait, hélas, a des expressions tangibles aujourd'hui. Et dans ce cas-là, que peut-on, à ton avis, objecter aujourd'hui à Schmitt afin de contrer sa détestation des compromis? Je pense qu'on peut adresser à Schmitt une objection qui lui a déjà été opposée dans les années 30, notamment par Hans Kelsen. Construire une réflexion politique sur le présupposé d'une unité politique relève de la fiction, et en particulier dans un régime démocratique, dans l'inévitable pluralisme qui caractérise la politique de nos démocraties. Les compromis ont en fait une valeur inestimable, en tout cas pour Hans Kelsen. Ils permettent de former des majorités conduisant à des réformes, et ceci tout en évitant de léser par trop les minorités. Ça, c'est un contre-argument intéressant, je trouve. Y a-t-il cependant quelque chose éventuellement à conserver dans les critiques schmittiennes à l'égard des compromis politiques? Question difficile, Augusto, mais peut-être la question que Schmitt pose de manière insistante sur la responsabilité des acteurs politiques dans des processus de décision collective où de nombreux intervenants, acteurs sont impliqués. Ceci est d'ailleurs thématisé aujourd'hui dans la littérature par ce qu'on appelle le problème of many hands. D'accord, donc merci beaucoup Sandrine pour cette discussion et aussi pour avoir pris le temps de synthétiser les grandes lignes de l'article qui vient de paraître. J'espère que nous aurons d'autres occasions d'échanger sur les résultats de ta recherche. Merci beaucoup. Merci à toi, Augusto, pour le temps que tu m'as consacré, pour l'opportunité de présenter mes recherches, et j'espère vivement que nous aurons d'autres occasions de discuter cette recherche en cours. Merci.